Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me prépare à aller dormir et tout d'un coup, je me suis dit, j'ai plus le temps. J'ai vraiment le temps presse. Le temps presse vraiment et il faut que je raconte cette histoire. Il faut que je relate. Je relate, c'est ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu. Vraiment ce qu'il a vécu, le monsieur Nguyen Philippe. Ce soir, je voulais porter Flower by Kenzo. Vous voyez. Ma sœur me l'a refilé pour que je puisse porter pendant mes présentations sur YouTube. Magnifique flacon. Et franchement, il est vraiment beau. Je mets pas beaucoup parce que le soir, c'est très entêtant. Ce parfum, il est poudré, il est magnifique. Il est hyper joli. J'ai un dupe de chez Star Parfum, je crois que c'est pareil, c'est la même. Non, celui-là, c'est le livre. Le livre, le dupe. Je voulais tester en side by side avec le dupe, avec le vrai livre intense. Celui-là d'ailleurs. Et ça sent pareil, ça sent sensiblement pareil. Donc si vous voulez pas acheter les livres de Yves Saint Laurent, moi je l'aime bien à cause de la bouteille, elle est jolie. Sinon vous allez chez Star Parfum 24-29, numéro 24-29, c'est Yves Saint Laurent. Voilà pour l'histoire de livre, de la liberté. Maintenant, Flower by Kenzo, parce qu'on va dire, on va s'apprêter, d'ailleurs on s'apprête à dire au revoir à nos champs de coquelicots, à nos champs, à nos rizières, aux proches les plus importants, grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère. On dira aussi adieu à nos camarades de classe, à tous nos voisins. On va dire adieu aux environnements qui nous sont familiers. On va dire adieu aux routes, à la petite route qui nous mène à l'école tous les matins, qui nous ramène à l'école dans l'après-midi, parce qu'on n'a pas classe l'après-midi. L'après-midi, moi, je m'occupe de mes petites sœurs. Soit j'allais à l'école le matin, soit j'allais à l'école l'après-midi. Ça dépend de l'emploi du temps. Si ma mère travaille soit du matin, soit de l'après-midi. Voilà. Mais pour l'instant, on s'était arrêté à la dernière fois quand monsieur Nguyen Philippe s'est fait emprisonner pour je ne sais plus quelle raison. Et j'étais sur le point de vous dévoiler la raison et du coup Pascal est venu frapper à la porte parce qu'il a acheté une débroussailleuse hyper puissante, 45 je sais pas trop quoi, 45 cm3, 45 un truc comme ça, hyper monstrueux, qu'il a payé presque à moitié prix parce qu'il y avait une promotion chez Bricomarché. Donc je fais la pub pour Bricomarché. Si Brico Dépôt ou Brico, non c'est Bricomarché, voilà. Si vous voulez acheter une débroussailleuse qui est très super puissante, thermique, oui, thermique qui est différent de électrique ou à batterie externe, vous allez chez Bricomarché. Débroussailleuse, voilà. Il a acheté, il me l'a montré, il a déballé et tout, et il est tout fier. J'ai dit, mais écoute, profite-en pour couper, voilà, pour débroussailler, que ce soit bien propre et tout. Voilà Wally pour l'histoire de la débroussailleuse. On revient à l'histoire de monsieur Philippe qui lui a été emprisonné. Justement, c'est une histoire toute bête. C'est bête. On emprisonne les gens sans procès, d'accord? Sans procès. C'est-à-dire on attrape les gens comme ça, paf, on les emprisonne. Ou on les attend au port parce que monsieur rentre du port avec son chargement qu'il a déjà revendu aux autorités locales dans l'autre port. D'accord, il a déjà fait ses règlements, ses papiers, il a tout revendu. Il a pris son pactole, il est acheté ses affaires et tout ça. Il remplissait quoi, les provisions pour la prochaine sortie de mer.
Et en même temps, il en profite pour acheter des trucs pour sa femme, ses enfants et tout. Il remplissait aussi à manger pour la maison. Il rentre au port, il descend, et là, paf, menottes. Des individus surgissent de nulle part, menottes. Bah, il reconnaît le garde du coin qui est toujours là, qui est en train de le guetter. Il fait, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? J'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai fait quoi? Allez, au poste. Donc, elle a été emprisonnée pendant 3 jours. Il n'y avait plus de ses nouvelles. Bref. Son bateau, bah, reste au port, hein, il bouge plus. Il a prévu de repartir, mais bon. Et la raison est que, vous allez rire, vous allez rigoler. La raison est que monsieur a osé acheter 2 sacs de riz au lieu d'un seul, parce que le deuxième sac, c'est destiné à sa belle-mère, donc la maman de sa femme. Et au beau-père de sa femme qui, suite à la mort de son père, au père de maman, quand elle avait 6 mois, la mère s'est remariée parce qu'on ne peut pas élever seule 3 enfants, toute seule, c'est pas possible. En temps de guerre, c'est encore pire. Donc elle a dû se remarier avec un voisin qui a considéré ses enfants comme les siens. Donc il les a élevés, ils en ont eu d'autres. Et donc, du coup, famille nombreuse et tout ça, le père, quand il va en mer, de temps en temps, il pense à sa belle famille, à sa belle-mère. Donc, il ramène du riz. Donc, il n'a pas dit ça, il n'a pas expliqué. Donc, du coup, au poste, on lui a confisqué son riz. Et du coup, le deuxième sac de riz aussi est parti au poste. Il faut savoir que le riz, ça a été un produit maudit pour lui. Pour lui, c'est un produit maudit. Il ne faut pas qu'il achète du riz, ça c'est sûr. Maintenant, quand tu vois du riz en solde chez ton frère, il me dit, va chercher un sac de riz pour papa. Ou il dit à ma soeur, parce que ma soeur est en Alsace, près de lui, il fait, va chercher un sac de riz pour papa. Ma soeur lui dit, mais non, on en a assez de riz, papa, à la maison. Vous voyez, le riz, c'est la base de la nourriture vietnamienne. À l'époque, c'était un produit de luxe, un produit destiné, même pas à l'exportation, parce que le Vietnam était fermé de tous côtés, toutes les frontières fermées avec l'extérieur fermé aussi de l'intérieur, verrouillé. La seule explication, c'est que tribu de guerre, il faut payer, il faut rembourser les dettes de guerre, il faut rembourser les dettes d'armes. Donc, les communistes, le gouvernement communiste du Nord paye ses dettes de guerre à son grand frère d'armes communiste chinois. Je parle des communistes, je ne parle pas des Chinois. Ne vous méprenez pas. Hein. Donc, communistes vietnamiens payent les tributs de guerre aux communistes chinois et en même temps, comme il a pactisé avec l'autre côté, soviétique, l'Union soviétique, il paye en mine d'or, d'argent, cobalt, charbon, tout ce que vous voulez, épuisé, le pays épuisé. Et en même temps, comme il doit fournir une armée, parce qu'il doit épauler son frère d'armes, toujours communiste chinois, il fournit les jeunes hommes pour la guerre. Il dit aux gens que c'est pour défendre les frontières, pour combattre les Cambodgiens, mais les pauvres Cambodgiens, ils sont épuisés. Enfin, c'est pas eux qui font la guerre comme ça. Hein. Mais bon, voilà l'explication officielle. L'explication la plus sournoise, c'est que le riz, c'était un produit de luxe. Ça manquait énormément dans le pays. Le pays était en surproduction avant la guerre. Tout d'un coup, il n'y a plus de production de riz, c'était fini. Donc, le riz, une denrée très rare. Très, très rare à l'époque. Maintenant, le pays s'est ouvert et entré dans le commerce international, donc l'organisation mondiale du commerce, l'OMC. Donc du coup, ils vous arrêtent plus pour 2 sacs de riz, ils vous arrêtent pas autre chose. Vous inquiétez, il y a toujours un moyen pour vous arrêter. Donc le père, emprisonné pour des histoires bêtes, des sacs de riz.
Pourtant, on lui a dit, hein, ses amis lui ont dit, n'achète pas de riz, si t'en veux, bah t'achètes juste 5 kilos pour tenir, voilà. Et tu recommences à acheter 5 kilos, t'envoies quelqu'un d'autre pour acheter, mais tu y vas pas comme ça, tu te présentes pas pour t'acheter comme ça. Il a dit, mais moi, je leur fais confiance, moi, je fais rien de mal. Je viens de leur revendre du poisson à bas prix, donc je ne pensais pas qu'ils vont m'attaquer par derrière pour une histoire bête de sac de riz. En fait, il a été déjà surveillé par les autorités locales et en dehors du port de pêche. Et il est surveillé de très près parce qu'il a failli se faire prendre pour les autres fois où il était en train de préparer une fuite. Donc du coup, la fuite a fuité. Donc voilà l'explication. Voilà l'explication. Donc du coup, nous on rigole encore avec cette histoire de riz, mais à l'époque, on rigolait pas, hein. À l'époque, quand il était emprisonné, bah, il y a ma tata qui habitait aussi sur le long du Bécon, bah, elle est montée voir ma mère. Il s'arrangeait pour amener les tailles d'or, vous savez, les fameuses feuilles d'or, finement bah, avec le ponçon de la banque garantissant de l'or, là, le vrai or, là. Le jour où je le mettrai sur une taille d'or, je vous le montrerai. Parce que comme ça, vous ne savez pas ce que c'est. C'est des feuilles, une feuille comme ça, en forme de rectangle. Petite, hein, c'est pas des grandes, hein. Assez solide quand même pour que ça s'effrite pas. Ben, c'est de l'or, quoi. Et puis, ça vaut de l'or. C'est de l'or, voilà. Donc, ils sont venus avec de l'or, ils ont racheté sa sortie. À prix d'or. Non seulement il a perdu des sacs de riz, toute une cargaison, et en plus, une dizaine de tailles d'or au passage. Incroyable. Il nous a ruinés ce jour-là. Il nous a ruinés. Il était sorti de prison. Les Chinois, du coup, ils étaient tout contents. Ses copains. Pourquoi ils étaient tout contents? Parce que il faut savoir qu'à l'époque de Mao Tse-tung, le fameux auteur du célèbre livre rouge, qui, quand il a mis la main sur toute la Chine, avec son livre rouge, il a instauré une politique à la con qui a fait fuir 20 millions de personnes comme ça. Et il a fait, non, 20 millions, c'est un peu trop. 20 000 personnes au début. Après, il y a eu encore des exodes, mais vraiment énormes, vers le nord du Vietnam et ensuite vers le sud du Vietnam, quand le communiste vietnamien s'est emparé du nord du Vietnam. Donc ces Chinois-là ont fui le régime Mao Tse-tung. Et Mao Zedong, bah, au passage, il a dit, ouais, chouette, bah, on va pouvoir faire un truc politique agricole de je sais pas quoi. Résultat, 20 millions de morts par la faim. La faim, ils sont affamés, 20 millions. Voilà, morts de faim. Relisez l'histoire de la Chine. Si vous ne me croyez pas, relisez. Il y a des passages hilarants. Des morts. Voilà, des morts. Parti communiste chinois, parti communiste vietnamien, vous avez du sang de peuple sur vos mains, voilà, au passage. Donc du coup, ces Chinois-là se sont enfuis d'abord de la Chine, ensuite ils sont établis sur le nord du Vietnam. Ensuite, quand le nord a été pris d'assaut par les communistes dont on ne sait même pas d'où ils viennent, ces gens-là. C'est des Vietnamiens communistes aussi, formés par Ho Chi Minh, l'oncle Ho, qui a fait soi-disant des études en France. Et ça m'étonnerait. Je pense qu'il a passé plutôt ces années dans les arrière-cuisines d'un restaurateur. Parce que quand on fait des études en France, on ne revient pas avec des idées bizarres de guerre royée et de mort. Même si le pays est occupé par les Français, même s'il y a des atrocités qui se commettent tous les jours, même si nos femmes sont violées dans leur rizière, dans leur lit, n'importe où, on ne maltraite pas son peuple. Enfin, on met plutôt l'ennemi dehors et on rétablit le pays.
On maltraite pas son peuple avec des politiques à la con, restrictions à la dure, fermer les frontières et tout ça. Non, mais c'est pas des idées d'un Français. Encore moins les idées de quelqu'un qui a étudié en France. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un étranger a une double culture. Il a la culture de chez lui, il a la culture dans le pays du pays dans lequel il a fait ses études. Donc il doit être riche culturellement. Celui-là, c'est, je sais pas. L'oncle Ro, je sais pas. Je sais pas d'où il vient. Je garantis pas son existence. Je suis désolée. Je l'ai jamais croisé. Je peux pas analyser sa personnalité psychologique. Je suis perdue, mes amis. Donc voilà, amis communistes, si vous avez une description psychologique du personnage emblématique que vous appelez oncle, vous m'écrivez. M'envoyez par email, vous avez mon email. Parce que là j'essaie de comprendre depuis que je suis née, j'essaie de comprendre, j'arrive pas. Donc j'arrive toujours pas qu'on l'a emprisonné pour 2 sacs de riz. Pour moi, le riz fait partie de la base du manger de toute une humanité. Il n'y a pas que les Viets qui mangent du riz. Il y a aussi les Libanais, les Thaïlandais, les Japonais, les Français, ils commencent à manger du riz. Sans commentaire. Donc, monsieur a été libéré à prix d'or, mais littéralement, à prix d'or. Hein. Les Chinois sont tout contents parce qu'ils se sont dit, ouais, chouette, il est sorti, on va pouvoir recommencer les négociations. Alors, de quoi ça négocie ces gens-là? Alors, ces Chinois qui ont fui le régime Mao, après, qui ont fui le régime nord-communiste, et maintenant ils se retrouvent au sud, eh ben, c'est des patrons, des très grands patrons, des commerçants hors pair, talentueux, patience, des très grands, je veux dire, cherchez le nom, chefs cuisiniers, des artistes, même il y a des écrivains, des journalistes. Ceux-là, ils se réjouissent pas du tout à l'arrivée encore du communisme. Ils ont dit, mais décidément, on est maudit. On est maudit sur un pays maudit. Qui c'est qui a maudit ce pays? On ne sait pas, mais on est maudit. Et pour le régime communiste à l'époque, les Chinois, ceux qui portent un nom assimilable à consonance Chinese, chinois, c'est excusez-moi les termes qu'ils ont utilisés, je reprends les mêmes termes, c'est des indésirables, voilà, des gens qu'on doit jeter dehors, parce que c'est pas des viettes. Et voilà. Sachant que Saigon, à l'époque, c'est une ville cosmopolite où il y a même des Indiens qui venaient faire du commerce avec nous, des Indiens. Alors, s'il y a que les Viettes qui doivent habiter le Vietnam, alors on est mal, on est vraiment mal, mes amis, vraiment très très mal. Et après coup, quand je réfléchis, je dis c'est normal. Ces gens-là, le Viet Cong, le Viet Minh, viennent de la jungle. Ils ont passé toute leur vie dans les forêts, des montagnes, des sauvages. Comment peuvent-ils comprendre le terme de mixité, le terme de mixité culturelle, le terme de cosmopolite? Ça, ils savent pas ce que c'est. Ils ont inventé un oncle Ro qui, soi-disant, a passé ses études en France, mais bon, j'y crois pas trop. Ma théorie, c'est qu'il n'a jamais existé. Ou là, il a existé, mais il a travaillé en tant que laveur de carreaux ou quelque chose comme ça, dans les bas-fonds du quartier, je sais pas d'où. Certainement pas en France. C'est ma théorie. Donc, ces Chinois, les pauvres Chinois, très riches, hein, très puissants. Avant, c'était des patrons, hein, des patrons. Rappelez-vous, l'anniversaire de leur fille, ils ont 1500 plats, entrées, desserts, entremets, tout compris. Sans compter les mises en bouche, voilà, 1500 plats. Et le père a été invité. Hein. Ma mère, ma mère, elle a des copines chinoises. Elle, princesse, a été traitée comme une reine par ses copines. Donc, voilà. Mon père est ébahi devant tant de richesse. Les Chinois, ils leur enviaient même, ils leur disaient, je voudrais faire comme eux.
Je voudrais copier leur recette et tout. Copier la recette de la réussite, parce que là c'est hallucinant. Ils sont pas jaloux, les Vietnamiens. Si vous réussissez, bah, ils sont très jaloux parce ils veulent la même chose, mais ils vous écraseront pas pour avoir la même chose. Ils vont travailler dur pour l'avoir. Ou alors vous surpassez par leur travail. Ils vont pas vous prendre vos biens. Contrairement aux maquisards, ceux qui viennent de la jungle. Un pour tous et tous pour... voilà. Un pour tous ouais. Enfin, non, non, c'est plutôt tous pour un. Parce qu'il n'y a pas de un pour tous. Donc après l'histoire de 2 mètres de tissu par personne, dont on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut commencer, est-ce qu'il faut faire le haut ou est-ce qu'il faut faire le bas. Parce que 2 mètres, ça suffit pas pour faire un ensemble. 2 mètres de tissu, je rigole moi. À chaque fois, ma mère elle me parle 2 mètres de tissu, moi j'éclate de rire. Et 2 kilos de riz, que vous soyez 25 dans la famille ou 2, c'est 2 kilos de riz. Par trajet. Voilà, c'est pas plus. C'est par 2. Voilà, à 2, c'est mieux. Oui. Donc les indésirables ont préparé beaucoup de sous pour accueillir un capitaine sur leur bateau. Leur bateau immense qu'ils ont fait d'ailleurs construire par des artisans vietnamiens du coin. Et les artisans, ils s'en frottent les mains, chouette, on va construire les bateaux. On va construire énormément de bateaux pour partir. Voilà, c'est pas eux qui partent, hein, c'est les Chinois. Les Chinois qu'on chasse à coups de menaces. Bah, ça tombe bien parce qu'eux, ils veulent plus rester. Hein, ils en ont marre. Ils ont dit, nous, on part. Nous, on va risquer nos vies en mer. On va partir sur les grands navires. Ils sont 600, 700, 1000, parfois 1200 sur des immenses bateaux. Ils cherchent un capitaine. Et mon père, quand il voit la taille du navire, il prend peur et dit non, peut-être pas, peut-être oui, bien que non. Il est en négociation. Et surtout, ce qu'il négocie, c'est un laissez-passer, un départ, le papier tamponné par les autorités portuaires pour qu'il puisse partir avec sa femme et ses 5 filles. Alors, les Chinois sont venus encore une fois à la maison. Officiellement, ils sont venus encore une fois à la maison. Ils ont ouvert leur sac. Au départ, ils ont rempli de sous, enfin pas de sous, de fruits, pour cacher ce qu'ils ont en dessous. Ils sont venus avec leurs femmes, quand ils se promènent et tout, par chez nous. Bah, mon père reçoit beaucoup d'invités, il a beaucoup d'amis. Donc les amis chez lui, bah, c'est souvent, hein. On s'en inquiète pas plus, hein. Les voisins épient, guettent, mais c'est des gens qui viennent chez lui. Il reçoit beaucoup de monde. Le père connaît beaucoup de monde, donc c'est normal. Donc ce jour-là, bah, c'est normal que les gens viennent le voir. En plus, ils emmènent des fruits, donc ça va très bien. Et sous les fruits, bah, il y a de l'or, beaucoup d'or. Vous savez, les fameuses feuilles, les tiles d'or. Et beaucoup de bijoux aussi, des bijoux incrustés, de rubis, de saphirs, de plateaux. Et ils ont dit, nous, on est désolé, on t'offre le double de ce qu'on aurait pu offrir à d'autres. Parce qu'on te connaît et on sait que tu navigues très bien et tu as une grande expérience en haute mer, en très haute mer. D'autres n'ont pas cette expérience-là, mais toi, oui, tu peux naviguer les grands bateaux aussi. Mais on est désolé, on a que toi, un laisser-passer pour toi parce que tu seras notre capitaine. C'est toi qui conduis, le pilote. C'est quoi? C'est toi le pilote, capitaine, pilote. Mais on n'a pas pu obtenir les papiers pour ta femme ni tes 5 filles. Alors le père a dit non, je suis désolé, je peux pas partir, même avec tout l'or du monde, je suis vraiment désolée, je ne partirai pas sans. Il leur a dit moi je reste, je suis bien chez moi, qu'il a dit. Voilà. Donc les Chinois sont repartis. Ils ont trouvé un capitaine quand même. Ils ont trouvé un pilote pour les conduire. Sur un immense navire, ils étaient 800. Ils étaient 800
avec vivres et tout ça, il n'y a pas de problème, avec des vivres, de l'eau, à profusion. Une semaine après, le père il participait mais pareil, à un sauvetage en mer. Mais il n'y avait plus rien à sauver. C'était des navires chinois qui se fracassaient contre je ne sais pas trop quoi, ou qui doivent être perdus, paumés, fracassés par les vagues. Il y avait beaucoup de morts ce jour-là, énormément. Donc oui, il y a des départs, mais il y a aussi des retours, et des retours pas toujours joyeux. Donc les Chinois, les premières victimes du départ en mer. Par la suite, ils n'ont pas été découragés, ils partaient toujours. Ils visaient la liberté. Amis chinois, si vous m'entendez. Vous qui avez foulé la terre du Vietnam et qui croyez être en liberté. Je suis désolée pour vous. Voilà. Et le père, il prépare toujours son départ, mais avant de partir, il va visiter un lieu, le dernier lieu qu'il aurait visité avant le départ. C'est un vieux temple situé loin de notre ville, un peu à l'écart, dans une clairière, au milieu d'une forêt. Là où il y a une immense mare de nénuphars, des nénuphars en fleurs. Et il s'y rendait. Il s'y rendait parce qu'il y a son maître qui est là-bas, son maître spirituel. Celui qui l'a aidé, qui l'a soutenu spirituellement, psychologiquement. Il dit comme ça au vieux moine. Il doit partir, mais il sait pas s'il va réussir. Il a des doutes. Mais il sait qu'il doit le faire. Et il sait pas quoi faire. Donc voilà. Il a quand même des doutes, mais il vient pour prier. Il faut savoir que les moines aussi à l'époque étaient plus ou moins malmenés. Alors je vous parle même pas des églises, alors là c'est... Donc on vient brûler non seulement toute la force de travail, on vient brûler nos terres, on vient brûler tout. On vient dilapider tout ce qu'il y a, et en plus on nous enlève la liberté, c'est pas la peine d'en parler. On nous enlève les moyens de culte authentiques. Donc les religions étaient bannies. La seule et unique religion, c'est la religion du parti communiste. Le seul être à idolâtrer, c'était l'oncle Ro. Moi, je connais pas l'oncle Ro, je l'ai jamais vu. Je vous assure, je l'ai jamais vu. Il doit être, s'il était né je sais pas, en 45, ça doit être un vieux décrépit, donc voilà. Enfin, bref. Oui, je crois qu'il est même décédé. Donc, voilà. Donc, il a des doutes. Et le vieux moine lui remet un petit médaillon qu'il a, un tout petit médaillon qu'il a sculpté. C'est une petite représentation de son protecteur, le prince Siddhartha. Le Vietnam est entré profondément dans la religion bouddhiste, la vraie, l'authentique, pas celle qui prétend être des bouddhistes et qui massacre des populations autres qu'ailleurs, comme en Birmanie par exemple. J'ai entendu dire qu'il y a des massacres de peuples autres que les Birmans
autres que les Birmanes, en Birmanie, Myanmar ou un truc, un nom, Myanmar, je ne sais pas. J'ai entendu dire que les moines bouddhistes massacrent les gens autres que leur propre race, leur propre sang. C'est ce qu'ils disent. Sachant qu'il n'y a qu'une seule race, c'est l'humanité. Sachez, chers amis, les bouddhistes authentiques, leur religion enseigne la fraternité et pas de massacre. Je ne sais pas qui c'est qui massacre. Je sais pas, il y a des moines qui revêtent les habits de moines. Et par la suite, quand j'ai lu un livre sur les fraternités de lumière qui règnent, qui protègent secrètement les âmes sur Terre, ce livre-là, je vais vous le montrer. Au pays du silence. Celui-là. Écrit par Mario Montes. Il a fait une NDE, c'est-à-dire une expérience de mort imminente comme moi. Moi, j'ai fait aussi la même expérience de mort imminente. J'ai pas traversé les enfers, j'ai pas été initiée par n'importe quoi. J'ai atterri dans un pays où il y a beaucoup de fleurs, coquelicots, des fleurs de coquelicots et des papillons. Des papillons, donc j'aimerais bien m'offrir l'envolée des papillons de chez l'artisan parfumeur, parce que ça me parle ce parfum. J'irai le sentir dimanche aux Galeries Lafayette. Peut-être que j'aurai le temps, peut-être pas, mais j'irai le sentir. Et si possible, je vais me l'offrir. Donc dans ce livre-là, Au pays du silence, quand Mario Montes suit la trace de son maître dans les Himalayas, il a visité beaucoup de pays dans les Himalayas. Il y a énormément, il a voyagé avec son maître. Et il atterrit dans le temple, vous savez, au Tibet. L'immense temple au Tibet où même la prière des moines calme les démons, même les plus assoiffés de sang à 50 km à la ronde. Donc Mario a atterri dans ce pays, au pays du silence. Il a décrit magnifiquement dans ce livre. C'est un livre que j'ai lu 10 fois. Je vous jure, je l'ai lu 10 fois. Et là-dedans, j'ai appris qu'il y a 2 fraternités, 2 qui se côtoient, 2 qui se surveillent constamment. La fraternité blanche, qu'on appelle les protecteurs de l'humanité, et la fraternité, l'autre, c'est aussi des frères nés de l'obscurité. Parce qu'il faut un tout pour former un monde. Mais à un moment donné, l'obscurité a pris tellement le pas sur la lumière qu'il a fallu une fraternité blanche pour contrer tout cet effet de massacre. Dans les années 60, de 60 à 80, il y a eu énormément d'âmes incarnées sur Terre. Et c'est des âmes qui viennent exprès pour rien que leur vibration de paix, pour ancrer une nouvelle ère sur Terre, ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Donc dans les années 70, c'était la fin de l'ère Kali Yuga. C'est pour ça qu'il y a énormément de massacres sur Terre, énormément de sang qui coule sur toute la surface de la Terre. L'ère du Verseau arrive, mais pas tout d'un coup comme ça. C'est comme quand vous passez de la nuit à la lumière. Il y a d'abord l'obscurité qui s'estompe peu à peu pour laisser place à une aube. Et après l'aube, vient le jour. Ça vient pas tout de suite, tout de suite. C'est pour ça que faut être patient, les amis, faut être patient. Je suis née dans les années 70. J'ai pu voir la transition qu'il y a entre les années 70 et maintenant. J'ai vu, en 50 ans, j'ai vu énormément. Et le Vietnam particulièrement,
et pris d'assaut par cette obscurité. Vietnam, Cambodge, Laos, ces trois régions-là, ces trois pays-là. Donc je comprends mieux maintenant pourquoi tant de violence, tant de haine, tant de massacres dans cette région-là. C'est parce que avant de partir, avant d'être foudroyé ou repoussé vers des cieux qui sont plus compatibles à ces âmes noires, à ces assoiffés de sang, bah avant de partir, ils sèment le chaos au maximum. C'est pour ça qu'il y a autant de massacres. Je comprends mieux maintenant, genre, l'explication que j'ai eue après tant d'années de recherche, je l'ai trouvée au Pays du Silence. Je l'ai relu 9 fois. 9 fois. À chaque fois, je trouve des explications que j'ai pas trouvées avant. Pourtant, j'ai pas bu avant quand j'ai lu. Ce livre est magique. À chaque page que vous ouvrez, c'est une magie, c'est une vibration. Je suis allée le rencontrer en personne, Mario Montez, en Suisse. Il donne souvent des conférences. Il donne souvent des prières, des séances. Tous les gens de tous les horizons, de toutes les religions viennent le voir. J'étais aussi allée le voir, mais je pense que je préfère les livres parce que j'ai été élevée à lire les livres, à m'imprégner des livres, à être au contact avec l'Occident à travers les livres. Le premier livre que j'ai lu, c'était Robinson Crusoe, un livre écrit magnifiquement par je ne sais plus qui c'est qui a écrit, un anglais ou américain, traduit en vietnamien. J'avais 4-5 ans, je savais lire. Donc papa m'a ramené ce livre-là, il sait que j'aime lire. Il me l'a offert. Donc, au Pays du Silence, j'ai trouvé des réponses. J'ai trouvé pourquoi est-ce que il y a autant de massacres, il y a autant d'obscurité à un temps donné. Maintenant, le Vietnam ne vous limite plus à 2 kilos de riz, rassurez-vous. Il vous accueille à bras ouverts, mais faites attention. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites, à qui vous fréquentez. Donc, Philippe a refusé d'être capitaine du navire. Philippe prépare sa fuite dans un bateau plus petit, en association avec un autre capitaine de navire, un autre pêcheur qui a un bateau plus grand que lui. Ce bateau-là peut contenir tous ses amis, tous ses copains. Il a déjà 2 boussoles qu'il a enterrées quelque part. Il a déjà une connaissance en haute mer. Il a déjà affronté beaucoup de tempêtes, sans boussole, sans rien. Il l'a déjà fait en petite tempête. Il est revenu sain et sauf. Il a été aussi en sauvetage en mer, donc il sait ce que c'est. Il a navigué assez longtemps. Il connaît les moindres recoins où il y a ce qu'on appelle les rochers. Les rochers qui, si vous ne les connaissez pas, ces endroits-là, vous pouvez vous fracasser contre. Mais lui, il les connaît, il va pouvoir les éviter. Donc il a tout ça déjà. Et bah, ma mère, un jour, nous a dit, ouais, bah, on va prendre nos affaires et on va aller chez papy, côté paternel. Donc le père de mon père. Pour un anniversaire de mort de je ne sais plus trop qui, il y en a tellement. Il y en a tellement d'anniversaires de mort qu'on ne se sent plus qui c'est qui est mort. Après la guerre, c'est comme ça. Donc voilà. Et en plus, elle a obtenu le passeport passe-partout pour aller bah, dans le territoire, hein, pas dehors. Hein. Donc elle a dit, on va partir avec 5 filles, non 4 filles, parce que la cinquième est restée chez papy justement. L'oncle, le dernier oncle, le petit frère de mon père, 8e frère de mon père, est chargé de ramener ma sœur, pardon, ma sœur cadette, de la maison de son père à un point de rencontre au milieu de nulle part dans une forêt pour que nous puissions tous se réunir là, prendre une petite embarcation, rejoindre le papa qui descendra le long du fleuve de Mékong
à l'embouchure d'une quelconque rivière. Et là, on va pouvoir embarquer dans son grand bateau. À bord, mes amis, il y aura beaucoup de monde à bord. La vidéo a été assez longue. Merci de m'avoir suivi avec Flower by Kenzo. 40 minutes. Merci de m'avoir supporté jusque-là. Demain, ce sera les routes. On sera sur les routes, mes amis. On sera sur les routes avec maman, avec 4 filles. Je suis l'aînée, donc je porte les bagages. Maman porte bébé. Dernière petite sœur qui a 6 mois. Les autres suivent comme ils peuvent, les pauvres, avec leurs petits paluchons sur le dos. De temps en temps, je porte une autre petite sœur encore et je porte encore mes bagages. Je porte l'autre côté le bagage de maman et je tire encore un truc, donc je suis surchargée. Je crois que toute ma vie, j'ai été surchargée. Soit de bagages, soit de manger, soit de travail. Donc à ceux qui disent oui, elle a une vie riche, une vie facile, elle a de la soierie sur elle, elle dort peut-être dans les draps de soie. Non, non, mes chats ont sali mes soies ce matin. J'ai dû enlever tout, nettoyer, désinfecter. Ils ont ramené 2 orvets qu'ils m'ont laissé là. Ils ont dit tiens pour maman, mais maman n'en veut pas. Elle a assez à manger. Elle est végane et ne mange pas d'orvets. Donc, demain, on sera sur les routes, mes amis. Demain, on sera sur les routes. Demain, on portera les bagages. À demain. Bonne nuit.